L'ingénierie sociale, d'une certaine façon, c'est l'approche globale qui inclut la propagande, mais qui ne s'y limite pas. Édouard Bernays, en fait, peut être considéré effectivement comme, pour ainsi dire, le premier ingénieur social historique. Hein. Le deuxième serait Norbert Wiener, par exemple, sachant que Bernays a commencé vraiment à formaliser les choses de façon scientifique. La propagande peut se satisfaire finalement d'une approche, on pourrait dire, ancienne, c'est-à-dire philosophique ou religieuse. Bon, là, on passe à l'étape supérieure. En fait, l'ingénierie sociale, c'est de la propagande puissance 10. Bonjour. Donc vous êtes conférencier, auteur de 3 livres, Photographie dans un burger, qui est paru sous la houlette de Stéphane Millon, première édition 2006 et la deuxième édition en 2011. Oui. Gouverné par le chaos, qui est sorti en 2010 aux éditions Max Milo, que vous avez publié à cette époque de manière anonyme et qui a fait son petit bonhomme de chemin dans les réseaux de la périphérie politique, dirons-nous, dissidents, etc. Et enfin, Oliganarchie, qui est un roman qui est paru en 2013 aux éditions du Retour aux Sources. Bien d'abord, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter votre parcours politique et militant? Qu'est-ce qui vous a amené à investir les réseaux de la périphérie politique? Qu'est-ce qui vous a amené à écrire, etc. Alors, le parcours politique au sens strict du terme, je l'ai commencé à l'extrême gauche, voire à l'ultra gauche. J'ai fait une partie de mes études à l'université de Paris 8, anciennement Vincennes et Saint-Denis depuis les années 80. Et ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. J'ai fréquenté les squats parisiens au tournant des années 2000. En tant que, j'allais dire consommateur entre guillemets, quoi, mais bon, j'ai organisé quelques. Et puis par la suite, j'ai fait du syndicalisme quelques années. Et puis en 2005, donc entre 2005 et 2007, j'ai eu une espèce de transformation de mon point de vue. C'est-à-dire que là où pour moi la question nationale, ou la question de la souveraineté nationale était non pas l'ennemi, mais simplement un point, on pourrait dire, un peu secondaire, un peu périphérique, je me rends compte qu'en fait elle est essentielle. Puisque effectivement nous voterons non à 55% au référendum donc sur le projet de constitution européenne, et ce scrutin n'est pas respecté. Et donc en 2007, Sarkozy impose le traité de Lisbonne. À partir de là, je me suis bien rendu compte que les frontières nationales étaient la seule chose qui n'était pas récupérable par le pouvoir. Puisque quand on dit non, le non n'est pas récupéré. Parce qu'il est transgressé. Donc ce n'est pas digestible par le capitalisme mondialiste. Capitalisme, mondialisme, c'est synonyme. En réalité, le capitalisme est nécessairement mondialiste. C'est la bascule dans votre parcours, en fait. C'est ce qui vous fait... Alors c'est ce qui fait que je commence à me poser des questions, en fait, à me dire, ah oui, effectivement, la question de l'État-nation est peut-être plus importante que ce que je croyais. Hein, puisque, manifestement, c'est ce qui enquiquine le capitalisme, en fait, les partisans, l'oligarchie capitaliste. Donc là, je commence à m'intéresser à la question, effectivement, nationale, la question de la souveraineté, et ensuite, par extension, par un peu de façon concentrique, à toutes les formes de souveraineté, c'est-à-dire d'autonomie, ce qui n'est pas en contradiction fondamentale avec, l'idée un peu directrice de l'extrême gauche. Hein. On parle d'autonomie, on parle d'autogestion, mais l'autogestion, bizarrement, a été un peu abandonnée à l'échelle nationale par l'extrême gauche. Ça, c'est sous l'influence, manifestement, de mai 68, hein, de la deuxième gauche libertaire qui s'est mise en place à partir des années 70 et qui a, en fait, graduellement écarté la question de l'État-nation
au bénéfice des minorités. Voilà. Là, moi, j'y vois plus une trahison de la gauche qu'autre chose. Maintenant, ce que je me dis, c'est que, bon, après m'être intéressé à la question de la nation et de la souveraineté nationale à gauche, donc je suis allé voir un petit peu de proche en proche, parce que, voilà, cette question-là est finalement aujourd'hui plus traitée dans les milieux de droite ou d'extrême droite, dit d'extrême droite, que dans les milieux de gauche. Sachant que pour moi la priorité c'est pas la couleur politique, c'est effectivement donc la question de la frontière, qui rejoint aussi la question de la limite, chez Serge Latouche ou en psychologie. Le complexe d'Oedipe, c'est le moment où la notion de limite advient à l'esprit de l'enfant. Donc pour toutes ces raisons-là, effectivement, j'ai décidé, effectivement, moi je me suis engagé de plus en plus dans les milieux nationalistes, qui sont les milieux qui réhabilitent la notion de limite et de frontière en politique, et qui sont donc, à mon avis, salvateurs à notre époque, donc de dépassement de toutes les limites, ce qui en psychologie porte un nom, c'est la perversion. Voilà, la perversion, la sociopathie, etc. Nous en sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire que le dépassement, la transgression des frontières nationales en politique est accompagné par un dépassement des frontières et des limites psychologiques, comportementales, éthiques, dans le champ sociologique ou psychosociologique. Alors justement, ce qui sous-tend en quelque sorte l'écriture de vos 3 livres, et qui est aussi donc un peu votre spécialité, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est l'ingénierie sociale. Oui. Donc pour les novices, est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'est exactement l'ingénierie sociale, des auteurs de référence, leurs travaux, etc., l'historique de ce... Donc l'ingénierie sociale, pour aller vite, donc c'est en gros la démolition contrôlée de la subjectivité. Voilà. C'est-à-dire, cela consiste à envisager le fait social, et le fait social est un fait subjectif, objectif aussi, il y a les deux faces, mais cela consiste à envisager le fait psychosocial comme un objet, premièrement, et aussi à produire, en fait, en quelque sorte, ingénierie. Enfin, qui dit ingénierie dit pratique. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand on parle de génie génétique ou d'ingénierie génétique, cela consiste non pas simplement à décrire le génome, mais aussi à le recombiner. On peut transférer ça dans le champ psychosocial. C'est-à-dire qu'on parle parfois de l'ADN de telle entreprise, l'ADN de ceci, cela. C'est le code source aussi, une autre métaphore issue de l'informatique. C'est ce qui définit l'essence, finalement, d'une identité. Il est possible, il y a des techniques inspirées de la psychanalyse qui consistent en fait à non pas simplement décrire cet ADN psychologique ou ce code source d'une identité, mais à le recomposer. Sur quel domaine d'application par exemple ? Alors par exemple, dans le management, ça s'appelle de la conduite du changement. Cela consiste dans un premier temps à observer quelle est donc la culture de tel groupe socio-professionnel, pour ensuite le reformuler, la reformuler, la culture, et donc l'adapter par exemple à la demande du patronat ou des actionnaires. Par exemple, ça peut être comment diviser les effectifs par 2 sans que ça provoque de remous, sans que ça provoque de grève, etc. Et donc pour cela, il faut en fait fabriquer le consentement de ce groupe socio-professionnel, ça peut être dans la sécurité ou autre, à donc en fait à une diminution de la qualité de ses conditions de travail, en le persuadant que ça ira mieux ensuite et que l'on peut faire plus. Donc il y a tout un tas comme ça de techniques de transition. Donc là, en géopolitique, il y a une discipline qui s'appelle la transitologie, qui est un petit peu intuitive, mais qui en fait a été vraiment explicitée sous l'époque de Bush fils, notamment
enfin, c'est une branche finalement de la doctrine du colonialisme, c'est-à-dire comment faire passer un pays d'un État souverain à un État aliéné, c'est-à-dire sous contrôle colonial ou impérial, en essayant de faire en sorte que ça pose le moins de problèmes, enfin, qu'il y ait le moins de réactions, guerre, soulèvement, insurrection, résistance. Donc, toutes ces méthodes qui essayent de fabriquer le consentement vers le moins, hein, et surtout vers l'ingérence et vers le contrôle extérieur, toutes ces méthodes sont ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Alors ensuite, bon, je pense qu'il faut introduire une nuance quand même entre une ingénierie sociale négative qui vise donc à aliéner un sujet souverain, hein, donc groupe socio-professionnel, pays, identité quelconque, et donc une ingénierie sociale, alors à mon avis je pense qu'on peut envisager une ingénierie sociale positive qui consisterait là pour le coup en fait à reconstituer de la souveraineté, mais effectivement toujours en considérant le sujet traité un petit peu comme un objet, effectivement. Mais le truc c'est que ça marche, voilà, donc on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Il est possible d'objectiver la subjectivité. Avant d'aller trop loin dans la description et peut-être revenir un peu à des sujets d'actualité en rapport avec l'ingénierie sociale, est-ce que vous pourriez donc essayer de nous citer quelques auteurs de référence pour vous et pour les internautes qui nous regardent, de façon à nous donner quelques références en la matière? Il y a le père fondateur de la cybernétique, hein, Norbert Wiener. La cybernétique, c'est un peu l'intuition fondatrice, hein, de l'ingénierie sociale. Cela consiste justement à niveler la différence entre les systèmes vivants et les systèmes non vivants. Donc en fait, tout est objet finalement, tout est réifié. Bon, c'est un petit peu, c'est pas très enthousiasmant comme ça, mais comme je disais, ça marche. Donc il faut pouvoir l'envisager, surtout nos ennemis l'appliquent. Donc il faut pouvoir contre-attaquer sur le même terrain, voilà, parce que c'est la guerre psychologique aujourd'hui. Et donc, alors Norbert Wiener, bon, il y a la psychanalyse, hein, il faut absolument passer par là parce que notamment la psychanalyse est une formalisation de psychisme extrêmement précise. Et quand on commence à vraiment bien manipuler tout ça, on peut effectivement commencer à produire des effets, hein, un peu qui font penser un peu à ce que à des effets d'hypnose, à des effets de mentalisme, hein, c'est-à-dire où on prend le contrôle du faisceau de l'attention d'autrui, hein, pour faire diversion et puis lui faire les poches pendant ce temps-là. Bon voilà. Bon, là, ce que je viens de dire là, en fait, hein, qui est une technique des pickpockets, en fait, c'est quelque chose qui est appliqué dans la prestidigitation ou ce genre de choses. Et qui, en fait, par extension, est appliqué au niveau politique. C'est vraiment ça qui se passe en ce moment. On nous fait les poches après avoir attiré notre attention sur autre chose. C'est ce qu'on appelle dans la culture populaire la manipulation des masses. Tout à fait, oui. Oui. Ouais. Et donc c'est l'art de la manipulation, voilà, avec donc effectivement un niveau de précision qui est vraiment scientifique, hein. C'est pour ça qu'on parle d'ingénierie, parce que ça va même au-delà de la manipulation, hein, parce que le but, ultimement, c'est peut-être même de transformer la nature humaine. C'est pour ça que le transhumanisme est un chapitre de l'ingénierie sociale. J'en ai parlé à divers moments. L'ingénierie sociale en tant que c'est une méthode de modification planifiée du comportement, ça peut aller jusqu'à transformer le comportement humain, jusqu'à même sortir de l'humain, hein. Justement, excusez-moi, à cette occasion, on vous a beaucoup entendu vous exprimer, donc pendant l'année dernière, pendant la manif pour tous, parce qu'on est justement là, il me semble, vraiment dans l'exemple type de manipulation et de déconstruction de la culture populaire pour aller vers ce que vous décrivez, c'est-à-dire transformation peut-être de l'être humain, etc. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu là-dessus Oui, le but de l'ingénierie sociale, on pourrait dire que c'est la guerre de tous contre tous. Enfin, c'est-à-dire ça peut être le transhumanisme, effectivement, mais pour y arriver, bon, il y a des étapes. Là, on voit bien qu'on est dans l'étape de la guerre de tous contre tous, la guerre civile généralisée. Pour cela, il faut donc hétérogénéiser le corps social. Il faut en fait le morceler. Pour le morceler, il faut multiplier les langages.
de sorte que la communication devienne impossible. De sorte, l'idéal ce serait que nous ayons chacun notre propre langue. Hein, donc le but c'est de nous transformer en autistes, hein, qui réinventons notre propre langue. Hein. On sait que par exemple il y a les jumeaux de schizophrènes qui développent des langues à deux, voilà, mais avec une grammaire complexe, une syntaxe particulière. Hein, voilà. Donc le but c'est vraiment de schizophréniser le corps social et aussi le psychisme pour l'individualiser au maximum, l'atomiser totalement et donc le contrôler plus facilement aussi, puisque en face nous avons encore des collectifs, c'est-à-dire des gens qui s'organisent en réseau et qui essayent justement au moyen d'une technique d'ingénierie sociale qui s'appelle le test de choc, c'est issu de la cybernétique, qui essaye de dissocier en fait les coups et les contre-coups. C'est le principe, ce qu'on appelle aussi le double standard, la double éthique. Le calcul du choc et du choc en retour doit permettre, donc en cybernétique, d'infliger des coups sans contre-coup, sans choc en retour. Hein, c'était le principe de la balistique retravaillé par Norbert Wiener quand il a commencé à réfléchir sur comment faire en sorte que quand un canon envoie un obus, le choc en retour soit le plus faible possible. Parce que le choc en retour modifie la trajectoire très légèrement, mais après, ça peut avoir des conséquences sur la précision du tir. Donc là, on a des gens qui calculent précisément les coups qu'ils nous infligent, et pour que ce soit le plus précis possible, il faut qu'eux-mêmes ne soient pas impactés. Mais ça ne marche pas si bien que ça. Donc on arrive au phénomène de l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que les chocs qu'ils nous infligent les impactent également. Et donc voilà, donc c'est tout ça pour. Je ne sais plus quel était le début de la question. Non, je vous demandais de faire référence à la manif pour tous de l'année dernière. Oui, voilà, c'est ça. On peut tout aussi bien parler de ce qui va se passer aujourd'hui, oui. Puisqu'on est le 26 janvier 2014. Ouais. Aujourd'hui, c'est le jour de colère. Ouais. Voilà, la lumière de l'ingénierie sociale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tous ces effets de masse justement qui se passent depuis plusieurs années, ces effets de colère oui, en France et ailleurs hein, qu'est-ce que ça vous évoque une saine réaction, une saine colère, comme on dit, qui essaye justement de reconstituer de la cohésion, il y a le terme là, de coagulation qui a été lancé il y a quelques mois, qui essaie donc de reconstituer de la coagulation, enfin de la cohésion sociale et psychique dans un environnement globalement acide et qui essaye donc de nous dissoudre. Donc nous sommes plongés depuis une quarantaine d'années effectivement dans un environnement acide, enfin dans un environnement toxique, et dont le but est d'accélérer l'entropie, c'est-à-dire le désordre dans les psychismes et dans les mœurs et dans l'économie aussi. Et donc, alors voilà, donc la manif pour tous c'est une réaction négantropique, c'est-à-dire une réaction structurante, donc on pourrait dire d'ingénierie sociale positive, hein, face à une ingénierie sociale négative qui donc s'appuie sur le pseudo mariage homo. Faut-il le préciser qu'il n'a toujours pas été voté en France, hein, qui est toujours illégal. On peut vous lire sur l'excellent Scriptoblog justement et sur d'autres sites où effectivement vous développez cette thèse. Voilà, et puisqu'il y a eu des fraudes hein, pendant le vote, aux séances des 3 et 5 février, qui ont été donc fraudes épinglées par Christian Jacob et reconnues par les présidents de séance. Donc bon, quand un match est truqué, voilà, logiquement, on l'annule et on le rejoue. Et si on l'annule, c'est bien parce que le résultat, on n'en tient pas compte. Hein. À partir de là, effectivement, le pseudo-mariage homo n'est toujours pas voté. Il est toujours illégal. Mais bon, je crois, enfin, on est dans une espèce, on est en roue libre là, en ce moment, c'est un peu dans une drôle de période. Donc ce pseudo-mariage homo a pour fonction d'introduire effectivement par étapes à un système de société où il n'y aura plus de normes. C'est ça le but. Hein. C'est donc dans un premier temps on inverse les normes,
Donc on normalise le mariage entre homosexuels qui sera suivi par une culpabilisation de l'hétérosexualité qui se met en place. Bon, on attaque la famille, etc. Mais ça va encore aller plus loin. Donc dans un premier temps, on inverse les normes. Et progressivement, le but, c'est même d'arriver à ce qu'il n'y ait plus de normes du tout. Donc à une forme d'anomie, en fait. Enfin, l'absence de loi, quoi, en fait, absence de normes. De sens. Et de sens par la même occasion, puisque le sens, effectivement, ne se développe, enfin ne se construit que dans une syntaxe, que dans une grammaire, donc dans une loi. Il n'y a pas de sens en dehors d'une grammaire. Et donc en dehors d'un code de communication, et code de communication donc sans grammaire commune. Parce que si on a des grammaires différentes ou des lexiques différents, on ne peut pas communiquer tout simplement. Ou alors avec des gestes, voilà. Mais disons, on voit bien le mouvement général de désymbolisation, c'est-à-dire de sortie du langage qui se met en place. Et nous n'en sommes qu'au début. On est dans le cadre de guerre de 5e, ou je crois qu'on dit 5e génération, c'est ça Oui, c'est-à-dire c'est une guerre qui se déroule essentiellement dans les cerveaux. Ça, On peut parler de guerre cognitive aussi. Mais qui fait autant de morts qu'une guerre avec des mitraillettes et des obus. J'ai une question très, très prosaïque finalement. J'ai envie de vous demander, mais qui fait ça? Qui organise ça? Qui construit ça? Qui réfléchit à ça? Qui met ça en place? Oui, alors pour être sûr de ne pas se tromper, il faut regarder qui applique les méthodes. Voilà. Parce que bon, les méthodes, on est sûr qu'elles existent. On peut les trouver écrites noir sur blanc un peu partout, ou dans n'importe quelle librairie spécialisée sur les questions de management, de marketing, tout ça. Donc j'ai fait l'ium de ces méthodes dans Gouverner par le chaos. J'en ai fait une version, on pourrait dire, dans Photographie d'un hamburger. C'est un petit peu aussi sur ce thème-là. Et puis j'en ai fait encore une troisième version, toujours un petit peu romanesque dans Oliganarchie, dans cette idée en fait de s'instruire en s'amusant, quoi. C'est parfois plus agréable d'apprendre des choses avec des personnages et une histoire. Donc une fois qu'on reconstitue les méthodes, on regarde qui les met en application. Donc il y a effectivement, alors on remonte en fait à tout l'univers du consulting, ainsi qu'au service de renseignement. On sait que le Mossad et la CIA, les services de renseignement anglo-saxons sont très en pointe sur les questions de guerre psychologique depuis des dizaines d'années. Donc les Israéliens, les Anglo-Saxons, qui sont les plus en pointe au niveau des services secrets. Quand on fait un petit peu une histoire de certaines doctrines ésotériques, on se rend compte que en fait ce sont là aussi on pourrait dire des versions ancestrales de l'ingénierie sociale. L'alchimie, la franc-maçonnerie sont vraiment la franc-maçonnerie, en quelque sorte, c'est un peu la première doctrine unifiée de la reconstruction de l'humain. Et de la reconstruction du corps social aussi. D'où toutes les métaphores architecturales, le grand architecte de l'univers, etc. La franc-maçonnerie, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça vient de la maçonnerie. Donc la notion de construction et de reconstruction et d'ingénierie et de planification, voire de démolition contrôlée, tout ça c'est vraiment au cœur de cette doctrine, quoi. Et puis ensuite il y a tous les cabinets de consultants, donc en management, marketing, etc. En politique aussi, donc je parlais de transitologie, voilà. Qui agissent dans la publicité, donc qui touchent nos cerveaux au quotidien si on s'expose à la publicité, et donc aussi dans le milieu professionnel, qui agissent au moyen de, par exemple, la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, toutes ces choses-là.
voilà, donc c'est vraiment englobant. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est contre nous. C'est-à-dire qu'il y a les services de renseignement, il y a les sociétés discrètes et secrètes qui ont de l'influence sociale, il y a donc tout le secteur tertiaire aussi de la finance. Donc alors la publicité, donc le marketing, le neuromarketing, qui examine précisément comment toucher notre cerveau, comment toucher les synapses, etc. Le management dans le travail, mais dans les grosses boîtes en général. Quoi d'autre encore? Donc oui, la géopolitique avec donc toutes les tentatives de renversement de régime, comme en Syrie en ce moment encore, ça dure. Comme en Ukraine, bon là c'est depuis la révolution orange, ça continue aussi, donc là bon on sait qui est derrière tout ça. C'est un peu toujours les mêmes, CIA, Mossad et voilà, enfin bon, service de renseignement et aux think tanks pour toujours essayer de faire de l'influence. Et puis bon, effectivement, donc toute l'ingénierie financière aussi qui est derrière ça. Votre point de vue justement sur ce qui est en train de se passer actuellement, notamment avec la Chine, puisque je crois que vous êtes à l'initiative d'un livre qui vient de sortir aux éditions Le Retour aux Sources et qui s'appelle La guerre des monnaies, la Chine et le nouvel ordre mondial. Oui. Vous avez travaillé beaucoup sur ce bouquin, mais justement, voilà, qu'est-ce que vous pouvez... Alors, je vais répéter ce que dit l'auteur, hein, qui est mieux placé que moi pour en parler. Il est chinois, il a une expertise sur les questions financières, hein, comme Hong Bing Song, donc l'auteur de La guerre des monnaies, était consultant chez Freddie Mac et Fannie Mae, donc les deux fonds de pension qui ont fait faillite en 2007 et qui sont à l'origine officielle de la crise économique dans laquelle nous sommes encore. Et qui est en train d'exterminer des pays entiers. Origine officielle, parce que ce que montre Hong Bing Song, c'est qu'il y a aussi une véritable histoire de la finance à faire, et que lui donc fait dans son livre, pour ça que ça m'intéresse, et qui repose encore une fois sur la notion de démolition contrôlée. Il utilise le terme de façon explicite, et dans un livre qu'il a écrit en 2006. C'est que c'est quelque chose qui est dans les esprits aussi dans son milieu. Et donc, bon, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'en gros, toutes les crises financières depuis la fin du XVIIIe siècle, et depuis assurément le début du XIXe, relève de l'ingénierie financière, voilà, c'est-à-dire qu'elles sont provoquées. Elles sont provoquées délibérément par donc la haute finance, par les grands banquiers, qui provoque aussi les deux guerres mondiales, par exemple, ou d'autres guerres, qui provoque aussi du terrorisme, qui provoque aussi des attentats, des meurtres de présidents des États-Unis. Tout ça donc dans une logique un peu effectivement de gouvernance par le chaos. Et la Chine est visiblement en train d'être rattrapée. Alors, donc, en quelque sorte par cette ingénierie financière à terme, de toute façon. Alors c'est le risque, hein, c'est ce que dit Hong Bing Song, qui met en garde son pays contre justement cette ingénierie financière menée par donc des dynasties bancaires comme les Rothschild, les Warburg, et puis d'autres banques moins connues, enfin d'autres dynasties bancaires moins connues, et donc donc Hong Bing Song met en garde son pays et les officiels du Parti communiste chinois. Son message a été entendu puisque effectivement son livre est devenu un petit peu le livre de chevet d'un grand nombre de hauts cadres du gouvernement chinois depuis quelques années. Ce faisant, donc la Chine essaye de se prémunir, de se protéger contre les attaques qui ne vont pas manquer, qui ont déjà commencé. Voilà. Donc pour ce faire, voilà, le gouvernement chinois invite sa population à acheter de l'or, lui-même en achète, pour justement essayer de stabiliser son économie, et pour que son économie ne soit pas entièrement sous contrôle de la finance virtualisante, qui produit de la fausse monnaie, et pour en quelque sorte effectivement ne pas tomber sous la domination de la finance occidentale, dont les ramifications nous ramènent beaucoup en fait au sionisme
comme l'avoue Jacques Attali et comme l'avouait avant lui James Warburg, par exemple. Bon, chez Attali, c'est totalement clair, hein, puisque il dit très clairement nous voulons un gouvernement mondial donc gouverné par des banquiers et des technocrates, et dont la capitale sera Jérusalem. Voilà, pour moi les choses sont claires, et donc l'accusation de complot judéo-juif, en fait, ne tient plus. Il n'y a plus de complot, c'est avoué. C'est avoué, et c'était avoué par James Warburg de la dynastie bancaire Warburg, déjà en 1920, je crois, dans un ouvrage, où en fait, il écrivait noir sur blanc cette fameuse phrase « Nous aurons un gouvernement mondial, qu'on le veuille ou non, la seule question c'est par la paix ou par la force. » Voilà. Phrase qui est devenue un peu une maxime chez Attali et qu'il répète à longueur de temps. Il rajoute « Capitale Jérusalem ». Voilà, bon, les choses sont claires. Maintenant, je pense qu'on peut aussi, évidemment, en tant que groupe d'influence, la banque sioniste n'est pas la seule, évidemment. Il y en a certainement d'autres, il y en a assurément d'autres qui essayent de se partager le gâteau. Mais bon, ce que dit Hong Bing-sung dans son livre, c'est que actuellement, c'est quand même... Bon, disons que entre effectivement la banque occidentale juive et la non juive, en gros bon c'est à peu près 50-50, hein, et les uns et les autres en fait essayent de toute façon de viser la Chine de la même façon. Je veux dire Hong Bing-sung à ce niveau-là en fait ne tombe pas dans le politiquement correct, parce qu'effectivement dans son pays il n'y a pas d'inhibition à parler de banquiers juifs. Il n'a aucun problème avec ça. Donc il le dit clairement, mais bon, je veux dire, c'est pas la totalité de l'image, je pense. Et il le dit aussi. Hein. Pour revenir à votre actualité, vous avez commencé une série de conférences dans lesquelles vous tentez d'insuffler par réaction, en quelque sorte, une ligne d'ingénierie sociale pour essayer de sortir un petit peu de toutes les manipulations auxquelles on a à faire face. Et vous avez vous-même votre propre vision des choses là-dessus, votre idée d'organisation, etc. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela en substance comment vous voyez les choses en fait Oui, en fait, bon, je pense qu'il faut... j'ai un slogan en fait pour ça, c'est démocratiser la culture du renseignement. Il faut, à mon avis, c'est une priorité absolue, que tous les gens qui ont envie de vivre, tout simplement, dans des conditions décentes, s'informent sur les techniques de déconstruction qui nous sont appliquées, qui s'appelle de l'ingénierie sociale, quoi, mais qui sont... si vous voulez, en fait, dont les principaux relais donc, sont des services de renseignement. En termes de surveillance et de provocation de faux conflits, de conflits triangulés, au moyen donc, de faux attentats attribués à des boucs émissaires ou alors manipulés. Pour ne pas être dupe de toutes ces combines et de toutes ces magouilles qui reposent sur un concept qui s'appelle le hameçonnage, qui consiste à avancer masqué sous couvert d'une fausse identité, et donc à obtenir la confiance et à créer de la méfiance entre des gens dont on veut qu'ils entrent en conflit. Pour donc ne pas tomber dans tous ces pièges, il faut être conscient qu'ils existent. Donc il faut s'informer sur leur existence et sur les subtilités et les nuances. Donc bon, pour ça, il faut effectivement s'imprégner de cette culture du renseignement. Ensuite s'organiser, donc dans un premier temps, s'organiser défensivement, voilà, en connaissant les pièges et toutes les stratégies, les tactiques qui nous sont appliquées, et dans un deuxième temps, en les mettant soi-même en œuvre. Donc il faut s'organiser soi-même sur le modèle d'un réseau de renseignement. Ça peut faire un petit peu doublon par rapport
aux partis politiques, hein, ou par rapport à des associations, etc. Certes, hein, mais même si après on ne s'organise pas vraiment comme un réseau de renseignement, je dirais que cette démocratisation de la culture du renseignement permet d'anticiper, de dégonfler les manipulations. Dont on a vu des exemples ces dernières années, l'affaire Clément Méric par exemple, Mohamed Merah, le 11 septembre et toutes ces choses-là, qui essaient de fabriquer de la rivalité mimétique à partir de rien. C'est-à-dire qui essayent donc de produire du conflit à partir non pas d'une bonne raison qui serait une raison, je dirais, dans le monde réel, mais à partir du champ des médias, c'est-à-dire à partir d'une manipulation des représentations. Bon, c'est très ancien, hein, je veux dire, la guerre de 14-18 n'avait pas de raison réelle non plus. 39-45 non plus. Tous ces conflits majeurs et tous les conflits et le conflit dans lequel on essaie de précipiter la France et l'Europe occidentale, c'est-à-dire ont une visée séparatiste, et vise en fait à disloquer les États-nations en région ou en ghetto, une espèce de bantoustan en quelque sorte, c'est-à-dire des petites entités qui n'auraient plus la capacité de dire non au rouleau compresseur du capitalisme mondialisé. Pour cela, il faut effectivement que les gens n'aient plus envie de vivre ensemble. Donc il faut disloquer le vivre ensemble factuel dans lequel nous sommes aujourd'hui. Hein. Il ne s'agit pas, là je ne suis pas en train de chanter les louanges du vivre ensemble façon SOS racisme, c'est pas ça, mais de fait, en France, nous vivons encore ensemble. Voilà. Ce sera terminé quand effectivement, c'est déjà en train de s'achever, parce que effectivement, les conditions de vie dans certains quartiers sont tout simplement impossibles, qu'il y a donc ce qu'on appelle voter avec ses pieds, c'est-à-dire déménager. Je l'ai fait moi-même, j'en ai été victime, donc je sais très bien ce que c'est. Effectivement, dans certains quartiers, on ne peut plus vivre, c'est plus possible. Ou alors, il faut accepter de rentrer dans une dynamique semi-mafieuse, ou alors, effectivement, singer une culture, enfin les attributs de telle ou telle culture locale pour en fait avoir la paix. Comment arriver à faire sauter finalement ce verrou de la rivalité mimétique que vous décrivez si bien? Il faut déjà savoir que ça existe. Le fait qu'il y a un mécanisme psychologique décrit par René Girard qui s'appelle la rivalité mimétique et qui aboutit en fait à ce que l'on s'entretue, à ce qu'on se tape dessus pour des raisons purement psychologiques. C'est-à-dire des raisons purement liées en fait, à la matière sémantique et à de la matière émotionnelle. Des raisons exclusivement psychologiques. Et que donc cette structure anthropologique que René Girard décrit, elle peut être l'objet d'une manipulation, donc d'une ingénierie, c'est-à-dire d'une production en série même, pour ensuite l'implémenter par-ci par-là et fabriquer du conflit. Donc c'est là, à ce niveau-là, je m'inscris dans le cadre de la polémogénétique. C'est-à-dire la science du conflit, en fait, la science de la guerre, inventée par Gaston Boutoul, et donc qui étudie les conditions génétiques d'un conflit, et éventuellement les conditions donc propices à ce que les conflits adviennent. Et donc quand on connaît les conditions propices à un conflit, tout simplement ensuite on peut les mettre en application. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut il faut vraiment développer cette attitude, cette approche qui examine les choses en tant que construit, en tant que construction. Nous ne sommes plus dans des environnements exclusivement naturels. Nous avons quitté l'état de nature et nous sommes dans des environnements construits où les représentations sont construites pas toujours de façon bienveillante, où des implants nous sont littéralement injectés comme des virus, et où des situations sont construites, donc sont mises en place artificiellement pour nous faire entrer dans des comportements, et des comportements possiblement conflictuels.
Donc ça se met en place à partir de ce que j'appelle un conflit triangulé, ou donc un troisième terme donc en fait va implémenter une rivalité mimétique entre deux acteurs qui donc seront entraînés pour cette raison-là à se taper dessus sans savoir qu'il y a effectivement un ingénieur, un architecte, un chef d'orchestre du conflit qu'ils ne perçoivent pas à première vue. Parce qu'il y a aussi des techniques d'invisibilité pour passer inaperçu et mettre en place ces conflits triangulés. Hier, vous me disiez, il faut toujours se demander s'il n'y a pas un troisième acteur dans le conflit. Voilà. Donc, simplement deux. Voilà. Alors donc, il y a des conflits effectivement qu'on pourrait dire naturels où on est deux, mais il y a des conflits. Mais quand on est dans un conflit, maintenant, aujourd'hui, dans les sociétés où nous vivons, il faut toujours se demander si en fait on n'est pas trois. Voilà, parce que il y en a un qu'on voit tout de suite, évidemment, puisque par définition, si on est en conflit, c'est parce qu'on est deux, au moins deux. Mais là, aujourd'hui, nous devons, c'est une question, et ça fait partie de cette démocratisation de la culture du renseignement, il faut absolument toujours se poser la question, est-ce qu'en fait on n'est pas trois? Et ensuite chercher autour de nous, est-ce qu'il n'y en a pas un troisième? Alors, donc, c'est la clé pour désamorcer finalement tous ces conflits. Voilà, c'est ça. Une des clés. Voilà. C'est là, dès que je commence à éprouver des pulsions d'agressivité, me demander est-ce que c'est vraiment la cible que je vise qui les provoque? Ou est-ce qu'elles ne sont pas provoquées par une source extérieure qui, auparavant, en fait, a mis en place un système de furtivité en fait, pour ensuite pirater nos logiciels comportementaux, à moi et à l'autre avec lequel j'ai envie de me friter, et pour nous faire entrer là-dedans. C'est très ancien ce que je dis là, c'est ce que les Romains ont appliqué contre les Gaulois pour les dresser les uns contre les autres et envahir le pays. Donc c'est Sun Tzu, c'est l'art de la guerre. Mais bon, aujourd'hui, au XXe siècle, il y a une formalisation scientifique extrêmement précise de ça, que j'espère avoir restitué. Mais on peut aller encore plus loin en fait. Il y a ce qu'on appelle le triangle dramatique en analyse transactionnelle, qui vient encore rajouter une couche pour continuer à décrypter ces mécanismes de conflits provoqués. Est-ce que vous faites une distinction entre les propagandes orientées comme celle de Denor Bernays par exemple, propagande de marché, ou même les propagandes de guerre, propagande d'État, et l'ingénierie sociale en tant que telle? Quelle est la distinction finalement entre ces deux modes de propagande? En fait, l'ingénierie sociale, c'est de la propagande puissance 10. Il ne s'agit pas simplement de mentir ou je ne sais pas quoi. C'est moins visible en réalité. Disons que la propagande, c'est une partie de l'ingénierie sociale. Comme je disais, le transhumanisme est un chapitre de l'ingénierie sociale. Donc ça va au-delà simplement de la diffusion de fausses informations. Par exemple, parce que la propagande c'est ça, dans la propagande c'est diffuser des fausses informations, ça c'est la propagande noire, ensuite il y a la nuance avec la propagande grise qui mélange le vrai et le faux pour mieux faire passer le faux, et la propagande blanche, là c'est la réinformation en réalité. Mais l'ingénierie sociale d'une certaine façon c'est l'approche globale qui inclut la propagande, mais qui ne s'y limite pas. Edward Bernays, en fait, peut être considéré effectivement comme pour ainsi dire, le premier ingénieur social historique. Le deuxième serait Norbert Wiener, par exemple, sachant que Bernays a commencé vraiment à formaliser les choses de façon scientifique. La propagande peut se satisfaire finalement d'une approche, on pourrait dire ancienne, c'est-à-dire philosophique ou religieuse. Là on passe à l'étape supérieure. Et le but n'est pas simplement de mentir, et puis de capter, de capter l'attention ou le jugement de quelqu'un ou d'un groupe. Le but c'est véritablement de transformer durablement la nature même des personnes que l'on essaye de prendre, dont on essaye de prendre le contrôle. La propagande n'essaye pas vraiment de transformer la nature des choses. Elle essaye de placer, de mettre sous contrôle, éventuellement de transformer en chair à canon, de pousser à ce que les gens aient envie de se battre.
Voilà, mais l'ingénierie sociale, c'est encore plus global que ça. C'est une approche de transformation même de la nature humaine. Et voilà, bon, c'est comme ça qu'on peut. Bon, on le voit essentiellement dans la cybernétique, hein. La cybernétique nivelle la différence entre le vivant et le non-vivant. Hein. C'est-à-dire que, en gros, une chaise peut être décrite de la même façon qu'un être humain. Une chaise échange de l'information avec son environnement. Elle échange de la chaleur, elle n'échange pas beaucoup, mais elle en échange. Et sous l'angle de l'échange d'informations avec l'environnement, un être humain et une chaise, finalement, c'est pas très différent. C'est monstrueux, hein, évidemment, du point de vue éthique. Mais comme je disais tout à l'heure, le problème c'est que ça marche et que c'est appliqué. Et que puisque de fait, oui, nous aussi, êtres humains, nous échangeons de l'information avec notre... Donc vu sous cet angle-là, on peut vous influencer. Donc à partir de là, je pense qu'il faut effectivement s'informer sur ces questions-là. L'approche cybernétique montre bien qu'on est passé au-delà même de la simple propagande, puisque finalement, donc le vivant et le non-vivant sont mis sur le même plan. Et on ne fait pas de propagande auprès des chaises, hein, ça n'a pas de sens. Donc on est au-delà de ça, on est au-delà de la propagande. La propagande, c'est ce qui s'applique aux humains, ça ne s'applique pas aux animaux, ni aux objets inanimés. Donc c'est un chapitre de l'ingénierie sociale. Mais l'ingénierie sociale s'adresse aussi aux chaises, aux animaux. C'est une approche générale de transformation d'un donné naturel ou d'un donné construit déjà, mais qu'on va retransformer à nouveau. Donc c'est la technique générale de démolition contrôlée de ce qui est donné et puis de reformulation, de reconstruction. Et d'où aussi les projets donc, de fusion de l'ADN humain et animal, etc. etc. Je soupçonne que la mode du zombie repose aussi là-dessus, hein, c'est-à-dire en gros nous accoutumer, fabriquer notre consentement à ce que l'on ne voit plus la différence entre le vivant et le non-vivant. Il y a des expériences dès les années 20, je crois que c'est Alexis Carrel qui avait fait ça, où il arrivait en fait à faire bouger la tête d'un chien avec des impulsions électriques, ce qui donnait l'illusion que l'animal était encore en vie, alors qu'il était mort. Voilà, bon. Donc on voit bien, c'est l'effacement progressif de toutes les limites et de toutes les différences. Donc entre les identités traditionnelles, mais aussi entre les hommes et les femmes. On est en plein dedans là aujourd'hui, entre les parents et les enfants, hein, transgression donc du complexe oedipien, entre les humains et les animaux, ou les autres animaux, et bientôt entre le vivant et le non-vivant. C'est cette démarche-là qui est poursuivie de façon scientifique et méthodique. La thématique du zombie est assez révélatrice. Ouais. Ah oui. Lucien, dernière question s'il vous plaît. Donc, sur le terrain politique, où est-ce qu'on en est pour vous Est-ce qu'on garde un pied dans le politique? Est-ce que, oui, par définition... Oui, je pense que bon, il faut mener un combat dans les urnes, hein, parce que aujourd'hui c'est encore possible. Surtout, en fait, à la limite, bon, c'est pas forcément... comment dire ça dans l'idéal, effectivement, il faudrait qu'un parti authentiquement souverainiste et nationaliste soit élu démocratiquement en France le plus tôt possible. Donc je pense au Front National, évidemment, puisque c'est le seul parti qui aujourd'hui soutient la thèse nationaliste. Donc c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. C'est pour ce parti qu'il faut voter. Aux municipales, aux européennes, et en 2017, et peut-être avant, s'il y a des scrutins avant, mais je m'en souviens plus. Donc, pour les gens qui viennent de la gauche, ça peut être difficile, mais il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, si on maintient le clivage droite-gauche, le Front National est le seul parti de gauche. Si on veut à tout prix maintenir ce clivage, ce qui n'est plus mon cas. Je pense qu'on est passé au-delà de ça complètement et que, en fait... Depuis plus longtemps qu'il n'y paraît. Oui, et pour une raison très simple, c'est que le nationalisme est intrinsèquement anticapitaliste. Le capitalisme s'identifie à l'ingénierie sociale, c'est-à-dire à la transgression des frontières, des limites, etc. Le nationalisme qui réinstaure, ou qui instaure tout simplement, qui défend dans un premier temps, ou qui reconstruit de la frontière,
donc de la limite, etc., donc de la protection, obéit donc à un instinct de conservation qui est très sain, qui est juste c'est ce qui permet de se vivre tout simplement, et à partir de là, donc protectionniste et donc anticapitaliste par nature, quoi. Alors, après, bon, ce qu'il faut, c'est effectivement il ne s'agit pas de faire du Front National un parti de gauche. Il s'agit que la thèse nationaliste soit rétablie à sa vraie place et par-delà droite et gauche. Que l'on soit de droite et de gauche, nous devons soutenir la thèse nationaliste. C'est un peu ce que dit aussi François Asselineau, mais bon, qui n'arrive pas à créer un parti. Et qui dit, bon, à quoi ça sert de se taper dessus entre droitistes et gauchistes? Pour l'instant, de toute façon, nous n'avons pas le pouvoir. C'est Bruxelles qui a le pouvoir. Donc, quand on sera sorti de l'UE, ou au moins de l'euro, de l'UE dans l'idéal, bah là, à ce moment-là, on reparlera de droite et de gauche. Mais pour l'instant, c'est vide de sens. D'abord, sortons effectivement de l'aliénation capitaliste, donc de l'aliénation mondialiste, et reconstruisons la souveraineté nationale. Ensuite, on verra si on est de droite ou de gauche. Et là, actuellement, le seul parti existant en situation donc de nous faire sortir de cette aliénation mondialiste, c'est le Front National. Et je dirais par défaut, en fait, mais bon, enfin, je dirais que c'est pas un problème. Je veux dire, faut arrêter de rêver, en fait, à la satisfaction totale, à 100% de tout ce qu'on veut. Il y a des défauts dans ce parti, mais bon, voilà, faut être réaliste, il faut faire de la réelle politique. Donc, cela dit, il y avait beaucoup plus de défauts dans la version antérieure. Je trouve qu'ils sont en train justement en fait d'améliorer tous les défauts. Enfin de sortir justement en fait du caractère un petit peu trop je sais pas comment dire ça un peu trop pétrifié ou un peu trop absolutiste. Là ce parti notamment sous l'influence aussi de Henrik Choprad par exemple est en train de devenir un vrai parti de gouvernement avec une vision géopolitique de politique intérieure et de politique étrangère mûre. Voilà, pour moi, le Front National, première version, était adolescent. Aujourd'hui, je pense que c'est un parti mûr, adulte, et qui effectivement est sorti du complexe groupusculaire, c'est-à-dire le loser magnifique, qui donc me paraît effectivement réaliste et qui s'adresse à tout le monde, à partir du moment où on est français, effectivement. Mais bon, les questions ethnicistes, les questions identitaires, je dirais par trop, par trop émotionnelles, ont été mises un petit peu, je dirais, au second plan, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'existent plus, mais là, effectivement, les questions socio-économiques et les questions, effectivement, de mœurs sur, justement, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le pseudo-mariage homo ou l'idéologie de la confusion des genres, là, effectivement, sont traitées convenablement par ce parti. Je crois qu'on va arrêter là, si j'ai bien compris. On va renvoyer les internautes vers vos excellents ouvrages pour une introduction donc, à l'ingénierie sociale. Et on vous remercie beaucoup. À bientôt, Lucien. À bientôt. Au revoir. Au revoir.